Bienvenida. Bienvenida. مرحبا. Maharaban. 欢迎. Ruanning. Enfin, bienvenue dans notre nouveau dossier sur les discriminations raciales. Mais alors donc, ça existe encore, le racisme? Nous sommes un pays judéo-chrétien, le général de Gaulle le disait, de race blanche. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin, ça... Ah ouais, il est vraiment temps qu'on en parle. Les idéologies qui classent l'être humain en différentes races biologiques comportant des caractéristiques mentales génétiques et qui dressent une hiérarchie de ces races biologiques sont considérées comme racistes. Y a vraiment des gens qui pensent comme ça? Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Aujourd'hui, il y a plus de 400 races de chiens. Attendez, on est d'accord que ça, c'est pas possible chez les humains. Saint-Michel présente les aventures de Bamboula. Ok, ça c'est limite, hein. L'Africain dans la savane, c'est un peu caricatural. Heureusement que ce genre de pub n'existe plus. Enfin, je crois. Le locataire que vous m'avez trouvé entre nous, là, c'est pas un... Dis-moi Fred, ce serait pas ça que l'on appelle le racisme moderne? Selon une étude publiée le 10 avril 2014 par l'INSEE, un candidat avec un nom maghrébin doit envoyer 2 fois plus de CV qu'un candidat au nom français pour pouvoir obtenir un entretien d'embauche. L'avantage d'être petite voix, c'est qu'on ne te demande ni ton nom, ni ta couleur de peau. Donc, même si on dit qu'on n'est pas raciste, que l'on croit que l'on n'est pas raciste, on peut quand même l'être. Ça a l'air un peu compliqué, cette histoire. Fred, tu m'aides à éclaircir tout ça parce que je me pose plein de questions. D'où viennent les hommes? Qu'est-ce qui fait notre couleur de peau? Quelle est l'histoire du racisme et l'esclavage et le nazisme? Et puis d'où vient la peur de l'autre? Allez Fred, ouvrons ce dossier s'il te plaît, parce que là, je pense qu'on va en avoir de toutes les couleurs. Oui, de toutes les couleurs, mais d'une seule espèce. Bonjour à tous. Grâce à la génétique et à de nombreuses études biologiques, il a été scientifiquement prouvé que la notion de race ne peut pas s'appliquer à l'espèce humaine. Et pourtant, les théories racistes qui affirment la supériorité de certains êtres humains sur d'autres ont la vie dure. Ces préjugés remontent très loin dans notre histoire et il serait bon de leur tordre le cou une fois pour toutes. C'est ce que nous allons contribuer à faire dans ce dossier qui s'appuie sur des arguments 100% scientifiques. Et pour commencer, il est bon de remonter à nos origines et de rappeler que nous avons tous un ancêtre commun. Quelles que soient nos différences physiques, quelles que soient nos couleurs de peau, nous sommes tous des Homo sapiens. Un ancêtre commun, tu veux dire qu'on a tous les mêmes arrière-grands-parents? Oui. Enfin, ça remonte quand même à 200 000 ans environ, quand Homo sapiens faisait ses premiers pas en Afrique. Mais si on est tous des Homo sapiens, pourquoi certains sont blancs, d'autres noirs, petits ou grands? On ne devrait pas tous se ressembler? Non, car Homo sapiens était un grand voyageur. Au cours de son histoire, il a plusieurs fois migré. Et ce sont ces migrations à travers la planète qui sont à l'origine des différentes populations que l'on retrouve aujourd'hui. Car à chaque fois qu'Homo sapiens est arrivé dans un nouvel endroit, il s'est adapté aux nouvelles conditions. Et c'est cette adaptation qui a créé les différences. C'est ça. Au cœur de nos cellules se trouve notre patrimoine génétique. Il se présente sous la forme de chromosomes, eux-mêmes constitués d'ADN. Un gène, c'est un petit morceau d'ADN. Ces gènes sont transmis de génération en génération et contrôlent la plupart de nos caractères, comme la couleur des yeux, des cheveux, la forme de nos oreilles. Seulement, il arrive que par accident, d'une génération à une autre, de petites modifications s'insèrent dans nos gènes. Des modifications qui peuvent induire une caractéristique différente. Si ce changement est avantageux, par exemple une taille plus grande qui facilite la chasse, eh bien l'individu qui porte cette modification va survivre plus facilement et se reproduire plus que les autres. Ses descendants vont hériter de ce changement avantageux et ainsi de suite. C'est de cette manière que le caractère se répand. Compris, c'est le fameux processus de sélection naturelle. Merci Darwin. Exactement.
Et cette sélection est à l'origine de certaines de nos différences, comme la couleur de peau par exemple. Dans le monde, les zones ensoleillées reçoivent beaucoup de rayons ultraviolets, les fameux UV, alors que les zones froides en reçoivent très peu. Les peaux foncées protègent le corps des ultraviolets, qui reçus en trop grande quantité provoquent des coups de soleil ou plus grave, des cancers. La sélection naturelle a permis aux individus à la peau foncée de mieux se développer dans les zones ensoleillées. À l'inverse, les peaux claires se sont répandues dans les zones froides car elles permettent au corps de capter le peu de rayons UV nécessaires à la production de vitamine D dans l'organisme. Et pour la taille? Le climat peut jouer un rôle. Dans les régions froides, les hommes vont avoir tendance à être plus petits pour avoir moins de surface corporelle et ainsi limiter les pertes de chaleur. Au contraire, dans les zones arides, les hommes seront plutôt grands pour aider à évacuer cette chaleur. Mais nos différences ne sont pas toutes liées à la sélection naturelle. Certaines se seraient répandues à cause de critères esthétiques ou tout simplement grâce au hasard. On le sait car elles ne sont ni avantageuses ni désavantageuses pour ceux qui les portent. Bon mais alors, pourquoi trouve-t-on cette incroyable palette de couleurs chez les êtres humains? Inutile de creuser très profond pour le savoir. La réponse se situe là, sur la couche la plus superficielle de notre peau, l'épiderme. Enfin, noir ou blanc, il y a plus de nuances quand même. Absolument. Et toutes ces nuances de couleurs sont obtenues grâce à la présence de pigments dans l'épiderme, la couche superficielle de la peau. Ah oui, la mélanine, je connais, ouais. Plus on en a, plus on est foncé. Pour être plus précis, il existe 2 types de mélanine. La phéomélanine, un pigment jaune-rouge, et l'eumélanine, un pigment brun-noir. Quelle que soit la couleur de la peau, la quantité de phéomélanine est à peu près la même. En revanche, tu as raison, plus il y a de mélanine, plus la couleur de peau est foncée. Un peu comme si on faisait un dégradé de couleur sur une palette de peinture. Oui, mais pas seulement. Les pigments sont contenus dans des paquets qu'on appelle mélanosomes. Et leur répartition dans l'épiderme joue un rôle très important. Une peau très claire, par exemple, possède des mélanosomes regroupés entre eux autour des noyaux des cellules. Une peau très foncée, quant à elle, possède plus de mélanosomes et ceux-ci sont dispersés dans les cellules et présents sur toute la hauteur de l'épiderme. La taille de ces paquets est aussi importante. Plus ils sont gros, plus la peau sera foncée. Ok, donc la taille des mélanosomes et leur répartition dans l'épiderme déterminent aussi la couleur de la peau. Tu as tout compris. Mais on serait incomplet si on ne parlait pas du rôle de l'hémoglobine, cette protéine contenue dans nos globules rouges qui colore la peau du rosé au bleu en fonction de sa concentration en oxygène. Sans oublier non plus le carotène, un pigment jaune présent dans notre alimentation. Ah, l'humain est un merveilleux tableau. Il y a tellement de couleurs de peau différentes. C'est vrai que chez l'humain, il existe une infinité de couleurs. Mais sache que la couleur de notre peau n'est déterminée que par une dizaine de gènes sur les 25 000 que notre corps utilise pour fonctionner. Donc tu vois, entre les hommes noirs et les hommes blancs, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Tiens, puisque certains aiment bien s'amuser à classer les individus en fonction de leur couleur de peau, on pourrait aussi prendre d'autres critères. Par exemple, les groupes sanguins qui eux aussi sont déterminés par nos gènes. Vous savez, les groupes A, B, AB et O. Eh bien, tous ces groupes sanguins, on les retrouve dans toutes les populations. Et chacun sait aujourd'hui que si l'on a besoin d'une transfusion sanguine, il vaut mieux recevoir du sang d'un étranger qui vit très loin et qui a le même groupe sanguin, quelle que soit sa couleur de peau, que de son frère ou de son voisin qui vous ressemble, mais dont le sang vous tuerait instantanément parce qu'il n'a pas le même groupe sanguin. Ça, c'est scientifique et aujourd'hui incontesté. Seulement, voilà, par ignorance ou par idéologie, les hommes ont souvent élaboré de fausses théories pour justifier la domination d'un peuple sur un autre, en particulier depuis le début de la colonisation. Voici l'histoire du racisme et des discriminations raciales depuis la découverte des Amériques.
1492, l'Amérique est découverte. Et qui dit nouveau monde dit nouveau peuple et nouvelle culture. Malheureusement, les Amérindiens sont aussitôt exploités pour travailler gratuitement au service des colons. Et pourtant, de nombreuses questions se posent. Qui sont ces étranges indigènes découverts en Amérique? Sont-ils pareils que nous? A-t-on le droit de les utiliser? Si certains, comme Juan Ginés de Sepúlveda, pensent que les Amérindiens sont inférieurs aux Européens et qu'ils sont esclaves par nature, d'autres, comme le père Bartolomé de las Casas, vont défendre le contraire. Les Indiens ne méritent pas les traitements qu'ils subissent aux Amériques. Ces deux protagonistes s'affronteront entre 1550 et 1551 dans la célèbre controverse de Valladolid, au nord de l'Espagne, qui a eu pour but de déterminer la façon dont les Indiens doivent être traités par les colons. Finalement, aucun n'en sortira vraiment vainqueur et du coup, rien ne change, les Amérindiens continuent d'être exploités. À la fin du XVIe siècle, l'émergence du mot « race » utilisé pour définir les différentes populations qui existent dans le monde justifiera l'exploitation des Amérindiens par les colons en considérant la race blanche chrétienne comme supérieure aux autres. Pas de doute, pour eux, l'invention de ce mot est tombée à pic. Au cours du XVIe siècle, les Amérindiens sont décimés par les colons, le travail intensif et surtout par les maladies provenant d'Europe. En un siècle environ, leur population est réduite de 90%. Mais les Européens veulent exploiter les richesses de ce nouveau continent. Il leur faut donc trouver une autre source de main-d'œuvre. C'est ainsi qu'à cette période se met en place un type de commerce particulier avec l'Afrique qui ne vend pas des objets mais qui vend des hommes. C'est le commerce triangulaire. On l'appelle ainsi car l'itinéraire des bateaux, les négriers qui participent à cette entreprise, ressemble à un triangle d'Europe vers l'Afrique, de l'Afrique vers l'Amérique et de l'Amérique vers l'Europe. Une fois l'esclave acheté, son propriétaire avait tous les droits sur lui. Il pouvait l'affamer, l'exploiter et même le battre. Le serviteur n'est plus considéré comme un humain mais comme un bien. Et de ce fait, il n'a aucun droit. Si l'esclavage existe depuis très longtemps, c'est la première fois qu'une population ethnique est ciblée en particulier. Et cette traite des Noirs, qui s'est déroulée du XVIe au XIXe siècle, aura déporté plus de 12 millions d'Africains, dont près de 2 millions sont morts pendant le voyage. Après la colonisation de l'Amérique, direction l'Afrique et l'Asie. Au début du XIXe siècle, les pays européens, notamment les Français et les Anglais, vont s'installer un peu partout dans le monde pour des raisons commerciales et de prestige. Les pays colonisés sont alors occupés et gérés par les Européens. Sur le terrain, cela se traduit par une domination des colons sur les peuples colonisés et un pillage des richesses de ces pays. Ils justifient leur démarche en invoquant un devoir civilisateur à l'égard des peuples considérés comme primitifs ou sauvages. Et oui, les théories scientifiques de l'époque sont catégoriques. L'homme noir est inférieur. La taille de son crâne, la forme de sa tête et sa culture le prouveraient de façon indéniable. Enfin, indéniable, depuis on a quand même prouvé que ces théories étaient complètement fausses. « 1865. Aux États-Unis, les esclaves sont enfin libres. Mais cela ne plaît pas à tout le monde. Des mouvements de contestation très violents émergent dans le sud du pays. Divers décrets empêchent les Noirs d'exercer leur droit de vote et une série de lois appelées Jim Crow prônent leur séparation des Blancs. Gares, restaurants, écoles et même hôpitaux, on trouve une partie pour les Noirs et une partie pour les Blancs. En 1896, ce phénomène que l'on appelle ségrégation va être autorisé au niveau national avec l'arrêt Plessis qui prône la devise « séparés mais égaux ». Bien sûr, au sud du pays comme au nord, l'égalité ne sera que théorique. Au nord, les personnes de couleur sont parquées dans des ghettos et au sud, ils subissent de nombreux lynchages et sont séparés des Blancs. Partout dans le pays, ils ont des salaires inférieurs et sont exclus des postes à responsabilité. Heureusement, face à ces injustices, une résistance se met en place dans les années 50. Le mouvement des droits civiques, manifestations, boycotts, sittings dans des lieux réservés aux Blancs,
Après de nombreuses années de lutte, les lois Jim Crow sont abolies une à une jusqu'à être formellement interdites en 1964. Néanmoins, certains vestiges persistent. Par exemple, même si elle n'est pas appliquée, la Constitution de l'Alabama stipule toujours que les enfants noirs et blancs doivent aller dans des écoles séparées. À partir de 1913, l'Afrique du Sud, qui a été colonisée par les Néerlandais, puis par les Britanniques, commence à connaître un régime de ségrégation encore plus dur que celui des États-Unis. Et en 1948, quand le Parti nationaliste remporte les élections, une vague de lois prônant la séparation entre noirs et blancs se met en place. C'est l'apartheid. Cette idéologie raciste issue de la colonisation et de l'esclavage est claire. Les couleurs ne doivent pas se mélanger. Séparation des lieux publics, plages, cliniques, transports, toilettes et même création de territoires ghettoisés réservés aux Noirs appelés Bantoustans. À l'école aussi, il ne fait pas bon être noir, car le pays leur réserve un enseignement au rabais par rapport à celui des Blancs, et pas question d'aller à l'université. Ainsi, les Noirs sont cantonnés aux métiers manuels avec peu de moyens pour se rebeller. Malgré tout, face à une telle injustice, la rébellion dans le pays s'organise, soutenue par de nombreuses contestations internationales. L'apartheid sera aboli en 1991. Nelson Mandela, fervent défenseur de l'égalité entre les Noirs et les Blancs, sera élu président en 1994, devenant ainsi le premier président noir d'Afrique du Sud. La théorie des races poussée à son extrême, le nazisme. Adolf Hitler, élu chef du gouvernement allemand en 1933, interprète à sa manière l'essai sur l'inégalité des races de l'écrivain français Gobineau et la théorie de l'évolution de Darwin. Selon l'idéologie nazie, il existe plusieurs races et l'une d'elles est supérieure aux autres, la race aryenne. Dans le livre tristement célèbre Mein Kampf, Hitler propose même un classement des races, de la race aryenne, la meilleure, à la race juive, la pire, en passant par les races latines, comme les Français, et les races slaves et noires. Son but, retrouver et conserver la pureté des Aryens, qui ne doivent pas se mélanger aux autres races pour pouvoir dominer le monde. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Stérilisation, incarcération et même extermination des personnes qui portaient des caractéristiques biologiques qui n'étaient pas souhaitables. Au final, le nazisme est responsable de la stérilisation de 400 000 Allemands, de la mort de plus de 500 000 Tziganes et de l'extermination de plus de 5 millions de Juifs. Aujourd'hui, si beaucoup de pays européens possèdent une législation qui condamne les discriminations, le racisme perdure et il prend de nombreuses formes. Anti-Roms, anti-Arabes, anti-Noirs, antisémites, anti-Chinois, anti-Blancs. Une partie de ces discriminations sont involontaires et la conséquence de préjugés inconscients qui résultent de notre histoire. Ainsi, si la science a prouvé que le racisme n'a pas de raison d'être, il reste tout de même à le déconstruire dans nos têtes. Et aujourd'hui, où en sommes-nous des discriminations raciales dans le monde ? Évidemment difficile d'être exhaustif sur le sujet car malheureusement, le racisme est un fléau répandu sur toute la planète. Voici une sélection de quelques pays où, somme toute, les mentalités et les lois progressent, même si bien sûr, tout n'est pas rose. En 1993, en Afrique du Sud, c'est la fin de la politique de séparation des Noirs et des Blancs ou apartheid. Après plus de 40 ans de discrimination, le risque qu'une guerre civile éclate est très important. C'est pourquoi le gouvernement en place décide de prendre des mesures. En pratique, la stratégie suivie à l'époque par Nelson Mandela et l'ANC au pouvoir a été plutôt de insister sur la cohérence et la cohésion de la société, arc-en-ciel donc, et de mettre en place une politique de discrimination positive pour réparer les torts qu'avaient subis les minorités raciales, en tout cas majorité numérique mais minorité politique raciale sous le régime de l'apartheid.
La discrimination positive, c'est dans les universités par exemple, pour permettre aux minorités d'accéder à l'enseignement supérieur. C'est une façon de réparer les préjudices commis pendant l'apartheid. L'objectif est d'augmenter le nombre d'enseignants et d'étudiants appartenant à ceux qu'on appelle les groupes protégés, les protected groups. Et ces catégories-là font l'objet, disons, d'un objectif de représentation supplémentaire dans les universités. Oui, enfin, en réalité, si les minorités entrent dans les universités, très peu arrivent à la fin du cursus. Comme les écoles dans lesquelles ils vont depuis des dizaines d'années sont moins bonnes que celles des Blancs, ils n'ont pas le niveau pour suivre les cours. Et ça, c'est un problème. La discrimination positive, ça permet l'entrée de groupes identifiés, ça ne permet pas d'assurer le succès de ces groupes. Et il y a là deux dimensions un peu différentes qui sont ouvrir les universités à la participation d'étudiants qui n'y étaient pas auparavant noirs ou colored. Mais par contre, il faut le faire dans de bonnes conditions et c'est là où les inégalités sociales compromettent le projet d'égalité entre les groupes désignés. Et des inégalités sociales. En Afrique du Sud, il y en a beaucoup. Les personnes de couleur subissent souvent le chômage ou travaillent pour des salaires très bas. De ce point de vue-là, la politique de discrimination positive n'a pas résolu ce problème des inégalités sociales. Elle a permis de faire rentrer progressivement des personnes noires dans les organigrammes des grandes sociétés, mais elle n'a pas résolu le problème de la misère et de la pauvreté d'une grande partie de la population. À la fin de l'esclavage, le Brésil compte 50% de Noirs libres dans sa population et le pays met en place une politique envers les Noirs, disons, assez particulière. La politique brésilienne, à l'inverse complète de la politique aux États-Unis, a été une politique de blanchiment. C'est-à-dire de faire des mélanges entre noir et blanc de telle sorte que progressivement, tout le monde devienne blanc. En pratique, cette politique de blanchiment a été plus ou moins réussie. C'est vrai qu'il y a un très grand niveau de métissage dans la société brésilienne, mais on constate des hiérarchies en fonction de la teinte de la couleur de peau. Plus on est foncé de peau, et plus on est au bas de la hiérarchie sociale, et plus on est clair de peau, sinon blanc, eh bien on est en haut de la hiérarchie sociale. Et ce colorisme, comme on l'appelle, c'est-à-dire la hiérarchie sociale fondée sur la couleur de la peau, est extrêmement active au Brésil. En 2001, lors de la conférence mondiale de Durban contre le racisme, le Brésil a décidé d'affronter les discriminations raciales du pays et de proposer des solutions. Le pays, depuis longtemps, collectait des informations sur des groupes raciaux, qui sont en fait 4. Ces catégories un peu rigides du recensement sont utilisées pour construire une politique de discrimination positive, notamment dans les universités, pour faire rentrer des élèves noirs dans les universités. Donc, le Brésil a pris le chemin d'une politique plus volontariste en matière de lutte contre la discrimination, faisant le constat qu'en définitive, les mélanges n'avaient pas résolu les problèmes de hiérarchie raciale et qu'il y avait aujourd'hui une société qui était traversée par les discriminations et sur laquelle il fallait intervenir. Ah, nous voici aux États-Unis pour vivre le rêve américain. Enfin, le rêve, ce n'est pas pour tout le monde, car ici, les relations entre la police et les minorités ethniques ne sont pas au beau fixe. Les rapports entre la police et les minorités raciales, c'est une vieille question aux États-Unis, notamment après les mouvements pour les droits civils dans les années 60. Il y a eu toute une série d'émeutes très violentes pour réclamer des droits à l'égalité de la part des minorités raciales et en particulier des Afro-Américains. Il y a eu des efforts de fait pour recruter plus de membres des minorités dans la police, de faire des formations pour que les contacts entre les forces de police et les minorités soient de meilleure qualité. Mais les événements récents montrent qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce que les arrestations et surtout les violences policières avec des jeunes afro-américains qui ont été tués dans des
dans les interventions policières montrent que il y a un souci aux États-Unis très fort en termes de discrimination dans les modalités d'intervention, et il y a un taux d'incarcération des jeunes hommes afro-américains extrêmement fort aux États-Unis, à tel point que on considère qu'il y a là plus de un jeune sur deux qui va passer un moment de sa vie dans les prisons américaines. En réponse à ces injustices et aux événements tragiques où de jeunes Noirs ont été tués par la police, comme à Ferguson, à New York ou en Caroline du Nord, un grand mouvement de contestation et d'indignation est né. Le Black Lives Matter. Traduction, la vie des Noirs compte. Mais même si ce mouvement a pris beaucoup d'ampleur, cela n'a pas suffi pour que justice soit faite. La plupart du temps, les policiers ont été acquittés. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'ils ont tiré et fonctionné dans les limites de l'exercice de leurs droits et de leurs fonctions, et qu'il n'y avait pas eu d'abus de leur part. Ils s'étaient sentis menacés et donc ils étaient intervenus. Alors même que souvent des vidéos montrent que la situation était moins claire que celle-là. Mais pour l'instant, la justice n'a pas été jusqu'à condamner de façon spectaculaire des policiers. Le président Obama a quand même réuni une commission pour revoir les pratiques policières au niveau fédéral ou national. Mais il faut maintenant attendre que ces bonnes pratiques soient appliquées au niveau des États, ce qui risque de prendre un peu de temps. Et 1, et 2, et 3-0. La Coupe du Monde 98 a popularisé la vision d'une France black, blanc, beurre. Mais alors, comment combat-on les discriminations chez nous ? La France a été assez tardive dans la mise en œuvre d'une politique de lutte contre les discriminations. Il a fallu attendre 2001 pour que la première loi sur les discriminations soit votée. Et jusque-là, l'idée française, pour produire de l'égalité entre les immigrés et les autres, reposait sur ce qu'on appelle l'assimilation ou l'intégration. L'idée qu'il y a derrière cette intégration, c'est que si tout le monde devient pareil, finalement, il n'y aura plus d'égalité. En pratique, on s'est rendu compte que ça marchait pas exactement comme ça. Et notamment, c'est pour ça qu'on a mis en place des lois sur les discriminations, parce qu'on s'est rendu compte que des citoyens français d'origine immigrée continuaient à être perçus différemment et à faire l'objet de traitements discriminatoires dans le logement, dans l'emploi, dans d'autres situations. Et plus encore, on s'est rendu compte que la seconde génération, c'est-à-dire les enfants de ces immigrés qui sont nés en France, qui sont français, qui ont grandi, qui ont été scolarisés en France et qui ont souvent plus de diplômes que leurs parents, eh bien, quand ils essayent de trouver un logement, quand ils essayent de trouver un emploi, selon leur origine, c'est pas vrai pour tout le monde, sont également en but à des discriminations. D'après une enquête de l'Institut national d'études démographiques, 37% des descendants d'immigrés qui ont la nationalité française n'ont pas l'impression d'être perçus comme étant français, alors que plus de 90% d'entre eux se perçoivent eux-mêmes comme étant français. Un écart de perception qui ne doit pas être sans conséquence. Du coup, la société française est une société qui se fracture, pas tellement parce que une partie des membres ne veulent pas vivre avec les autres, mais plutôt parce que, en fait, il y a des hiérarchies dans l'accès au logement, à l'emploi, à l'éducation et à plein d'autres services de la société. À Londres, on peut trouver Chinatown, un quartier afro-caribéen, Brixton, mais aussi Banglatown, où tous les panneaux sont en anglais et en bengali. Et c'est ce genre d'exemple qui fait que ce royaume est souvent cité comme modèle en matière d'intégration. Est-ce justifié ? La politique d'intégration des migrants au sens strict, c'est-à-dire pas celle de lutte contre les discriminations, mais d'intégration, n'a jamais été vraiment mise en place. Jusqu'à très récemment, on parlait très peu d'intégration en Grande-Bretagne. C'était pas un sujet, c'est-à-dire qu'en fait, la société était multiculturelle, chacun prenait sa place, l'organisation locale souvent prépondérait. Il est certain qu'en Grande-Bretagne, par exemple, l'accès aux positions politiques, donc la présence de membres de minorités à la Chambre des communes est beaucoup plus importante qu'en France. L'accès dans les médias également est beaucoup plus fréquente. Il y a là une plus grande porosité de la société britannique dans ses niveaux de représentation à la diversité par rapport à la France.
En juillet 2005, plusieurs attentats commis par de jeunes islamistes britanniques secouent Londres. À la suite des attentats de Londres, il y a eu toute une série de débats autour de la faillite de ce modèle multiculturaliste, ou en tout cas des limites de ce modèle. Et une nouvelle politique a été mise en place qui s'appelle Community Cohesion. L'idée est qu'il faut renforcer la cohésion collective autour de valeurs centrales et de l'identité britannique, british, bien que ça soit toujours un peu compliqué en Grande-Bretagne, peut-être plus encore qu'en France, à définir ce qu'est l'identité nationale. Et oui, parce que la Grande-Bretagne, c'est l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. On dit que c'est un pays plurinational. Depuis 4 ans, le pouvoir en place, conservateur, a très largement réduit les moyens d'intervention et les politiques de lutte contre les discriminations. Donc il y a aussi des transformations en cours en Grande-Bretagne, où la lutte contre les discriminations est moins une priorité que la réduction de l'immigration. Au Canada, la minorité visible, c'est tous les gens qui ne sont pas blancs. Ils sont protégés depuis 1986 par une loi d'équité dans l'emploi avec 3 autres groupes, les femmes, les handicapés et les autochtones. Ces 4 groupes généraux font l'objet de traitements favorables en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on va suivre et on va vérifier qu'elles aient accès dans les mêmes termes que les autres aux emplois, et dans les emplois que leur progression de carrière soit comparable aux autres en fonction de leur qualification. Mais attention, cette loi ne s'applique qu'aux entreprises qui bénéficient d'un contrat public. Celles-ci doivent respecter des clauses de non-discrimination, sinon elles perdent les contrats. Et ici, il ne s'agit pas de quotas de minorité ou de discrimination positive, mais de surveillance. Grâce à un tableau de bord rempli chaque année, l'État vérifie qu'il n'y a pas de différence de traitement entre les employés. Alors, l'intérêt de ce type d'intervention par des tableaux de bord est que, d'une part, ça oblige les employeurs à réfléchir sur le mode de fonctionnement de l'entreprise. Est-ce qu'elle est équitable ou pas? Est-ce qu'elle fait attention à respecter les droits des minorités ou pas? Et puis, au-delà de ça, ça permet de valoriser l'idée que il serait attendu qu'il y ait une équivalence de répartition entre la population en général, dans le bassin d'emploi et dans l'entreprise. Et est-ce que cette technique a fonctionné? En pratique, on a pu observer que c'était assez efficace pour les droits des femmes, c'est-à-dire que l'égalité entre femmes et hommes s'est améliorée à la suite de cette politique. C'est un peu plus compliqué pour les minorités visibles, et c'est assez mauvais pour les autochtones, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Premières Nations, les Indiens du Canada, qui ont beaucoup de mal à accéder à l'emploi. Les théories racistes ont fait beaucoup de mal dans le passé et elles continuent d'en faire aujourd'hui. Mais que les choses soient claires, elles n'ont aucun fondement scientifique ni rationnel. Les scientifiques du monde entier sont unanimes sur cette question. Mais force est de constater que le racisme existe encore et qu'il prend des formes nouvelles. Pour quelles raisons ? Voici les réponses de notre expert, Pascal Blanchard. Il y a toujours, dans l'histoire, un point de départ et un point d'arrivée à un stéréotype. Aucun stéréotype n'a pas une histoire. Alors des fois, on a du mal à la trouver. On se demande pourquoi. Par exemple, je vais vous apprendre quelque chose peut-être. Vous savez que le tissu rayé, c'est l'exclu. Celui qui a un tissu de 2 couleurs ou avec des rayures, notamment au Moyen-Âge, est proche du diable. C'est celui qui est marginalisé, qui peut peut-être avoir une maladie. Le tissu rayé, pendant la publicité, a toujours accompagné les populations noires ou orientales pour les styliser. C'était une manière de les montrer comme autres, puisqu'on le disait qu'il ne fallait pas porter le tissu rayé quand on était un bon chrétien. La sexualité débridée des Noirs. On arrive exactement à savoir à quel moment ça démarre en France. C'est les publicités de marraines de guerre dans la guerre 14-18, quand il faut rendre populaire ces tirailleurs noirs, le célèbre Badania, qui vont venir se battre pour la France. Alors là, on les montre avec des tas de cartes postales, avec des petites filles et des jolies marraines blanches. Et d'un seul coup, cette image du noir dragueur, un peu enjoliveur, qui aurait été inconcevable 20 ans avant. À l'époque, on les présentait comme des sauvages cannibales. Les dents élimées, prêt à mordre tel un cannibale, les yeux en boule de loto, tels que vous pouvez les voir dans les films hollywoodiens. Tout ça a une origine. On connaît le film où ça démarre. Chocolat, qui vient de faire un grand succès sur les écrans. On voit bien comment il y a la moquerie du noir. Le noir se fait botter les fesses, comme l'esclave.
se faisait fouetter. À chaque fois, chaque stéréotype, l'asiatique, en groupe, dangereux quand il est nombreux, mais doué en mathématiques. C'est l'histoire du boulier avec l'oriental. Le dangereux fourbe musulman, ça rappelle les guerres en Algérie ou avec les Ottomans qui s'opposent à l'arrivée française, où on a toutes ces images où on montre des oreilles coupées, des têtes coupées avec des sabres. À chaque fois, vous pouvez retrouver point à point l'origine d'un stéréotype. Tout stéréotype a une histoire. Tout stéréotype a un contexte social de production. Tout stéréotype, a aussi un récit. C'est-à-dire qu'il évolue, il mute. Et en même temps, nous sommes en train de parler des stéréotypes des autres d'hier, en étant très très tranquille sur notre présent. Au même moment, il y a certainement un rappeur américain qui est en train de faire un film fantastique plein de stéréotypes sur la femme, dans le futur clip qu'il est en train de préparer. On continue à produire des stéréotypes aujourd'hui comme on en produisait hier. Aujourd'hui, il y a des nouvelles formes de racisme qui émergent, notamment parce que se mélangent la xénophobie, la peur du métissage, les religions, qui intègrent maintenant cette donnée. On commence à presque avoir une racialisation des relations entre religions. Et il y a un racisme extrêmement moderne aussi qui tait son nom et qui parle de culture. C'est-à-dire qu'au lieu de dire telle population ou telle race, entre guillemets, ne pourra jamais s'adapter à la France où nous devons être très vigilants avec elle, on va parler de culture qui aurait du mal à fonctionner ensemble. En même temps, c'est beaucoup moins violent qu'avant. En même temps, c'est beaucoup moins discriminant qu'avant. En même temps, ce n'est pas la violence qu'on a connue dans les siècles précédents. Donc à la fois, il y a une forme de nouvelle forme que prend le racisme, sans pour autant connaître, rappelez-vous qu'il y a à peine 30 ans, l'apartheid existait encore. Rappelez-vous qu'il y a 60 ans, la colonisation existait encore. Rappelez-vous que l'arrière-grand-père de Lilian Thuram était encore esclave. Donc vous voyez que le temps a quand même énormément changé les choses depuis. Pour autant, nous sommes dans une époque où on a le sentiment que le racisme est de retour. Mais attention, il faut être extrêmement vigilant sur cette question-là. C'est aussi parce que l'égalité est en train de plus en plus émerger dans nos sociétés. Ce que je suis en train de dire est valable pour les hommes-femmes, comme elle est valable entre les populations diverses, que ceux qui sont les derniers à s'arc-bouter sur un refus de l'égalité vont hurler au plus fort comme les loups. Vous ne verrez jamais autant d'hommes être contre l'égalité et la parité qu'en ce moment, parce que justement l'égalité et la parité se mettent en place. Et c'est le moment où les racistes, les derniers qui ont peur de l'autre, hurlent au plus fort, au moment où l'égalité est réellement en train de se mettre en place. Donc l'exemple le plus visible dans notre société, par exemple, les insultes contre Madame Toubira. D'une certaine manière, il n'y a pas besoin d'insulter une femme noire dans les années 30 qui aurait été ministre de la Justice, il n'y en avait pas. On ne l'aurait pas insultée, elle n'existait pas. C'est aussi cette peur de l'égalité, cette peur que l'autre va peut-être prendre votre place dans la société. N'oublions pas que si vous vous rapprochez d'un groupe, si vous vous protégez à travers une communauté, si vous survalorisez votre communauté, si vous infériorisez l'autre communauté, c'est d'abord un rapport de force. C'est quelle place allez-vous avoir dans une société? C'est exactement comme arriver dans une pièce. Vous prenez 10 personnes. Il y en a déjà au moins 2 groupes qui se sont regroupés à 3. Ils sont déjà plus puissants que les 4 autres qui ne sont pas ensemble. C'est aussi ça le racisme. C'est des gens qui se regroupent sur des points communs et qui, au nom de la minorité qu'ils forment une majorité qui va opprimer les autres parce qu'ils se sentent dans le même groupe. Ça, vous pouvez le retrouver aujourd'hui, comme par exemple dans le rejet des musulmans en France, qui devient un rejet extrêmement stigmatisant et qui fait penser à un rejet clairement raciste et non plus un rejet religieux. Il y a en ce moment, chaque génération a connu des notions un peu à la fois de vision de déclin et de nostalgie d'une France d'avant qui aurait été meilleure. Je pense que dans les années 50, quand les blousons noirs sont arrivés, les années 60, les gens ont dû se dire c'était quand même beaucoup mieux du temps de Charles Trenet. Dans les années 20-30, quand Joséphine Baker est arrivée, Sidney Bechet et autres, il y en a qui ont dû dire du temps de 1900, ça devait être beaucoup mieux la France, et ainsi de suite. Vous avez toujours ceux qui ont peur du présent, peur des mutations, peur des changements, sont dans une nostalgie, dans un temps idéal d'avant, dans une période où ça irait mieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit arriver ? Une nostalgie d'un passé, et ce passé il se cristallise à peu près sur 2 choses. On rêve d'une France qui n'était que blanche, où les indigènes savaient se taire, être à leur place, et où les femmes restaient à la maison. Ça nous fait penser à certains polémistes ou journalistes qui ne parlent qu'en permanence de ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le sentiment que cette ouverture, ce changement, ces mutations, fait perdre l'essence même de ce qu'a pu être la nation ou une France. Mais en même temps, quand on réfléchit bien, c'est parce qu'on est capable en permanence de bouger, de changer, qu'on s'adapte au temps. Que le métissage, ce n'est pas perdre ce que l'on est, c'est au contraire avoir un plus avec ce que l'autre apporte. Alors, ça peut faire peur. Il ne faut pas jeter la pierre à ceux qui ont peur. C'est très compréhensible d'avoir peur, surtout en période de crise économique comme aujourd'hui, ou de contexte international, qui, il faut le reconnaître, politiquement est compliqué. On sait que le monde arabo-musulman connaît des crises internes, on sait que la crise économique frappe l'intégralité des grandes puissances économiques, mais ces risques du présent, de l'instant, ne doivent pas
Aujourd'hui, faire que ceux qui prônent la haine, le retour au passé, une forme d'exclusion de l'autre. De quoi rêvent ces penseurs? Ils rêvent d'une société où, je vous dis, on n'entendrait plus les femmes, on ne verrait plus les Noirs, et les Arabes resteraient bien dans leur pays. Ces gens-là vivent dans une forme de nostalgie qui peut être très dangereuse. Parce que ce genre de nostalgie peut un jour arriver au pouvoir, et donc devenir des pensées dominantes. Et là, ça s'appelle l'exclusion, la ségrégation, le colonialisme, la domination raciale, le nazisme, le colonialisme au sens le plus violent du terme, l'apartheid par exemple, où on séparait les gens au nom de leur couleur, où les droits même d'habiter une maison, de pouvoir planter une terre, d'épouser quelqu'un, l'endroit où vos enfants allaient à l'école, n'étaient que liés qu'à une seule chose, la couleur de votre peau. Les stéréotypes, c'est comme un millefeuille, ça ne disparaît jamais. Vous les empilez. Ce qui fait notre culture commune à nous tous aujourd'hui, c'est tous les stéréotypes d'hier, empilés sur les nouveaux stéréotypes qui émergent. Parce qu'en même temps, vous avez besoin, ce qui peut paraître étonnant de ce que je vais vous dire, de stéréotypes pour vivre. Si vous n'aviez pas de stéréotypes, vous ne pourriez pas fonctionner socialement dans le monde qui vous entoure. Par contre, nous avons appris la différence entre un stéréotype pour distinguer l'autre et un stéréotype pour discriminer l'autre, ce qui n'est pas la même chose. Si vous êtes dans une pièce où il y a 100 petits blancs, pour faire simple, et qu'il y a un grand noir qui rentre, 100 petits blancs ont forte chance de dire « Tiens, voilà un grand noir ». Mais s'il y a 100 noirs dans la même pièce et il y a un blanc qui rentre, vous avez de fortes chances que les 100 noirs disent « Tiens, un blanc qui rentre ». La minorité, quelle qu'elle soit, marque toujours, en termes de marqueur, la corporalité pour se distinguer des autres. Maintenant, ce que nous sommes en train d'apprendre, c'est ce que le stéréotype a produit comme légitimité à discriminer, à expulser, à mettre l'autre à la marge, voire à l'écraser, voire à le dominer. Et c'est tout ce travail qui doit être fait sans être utopique. Une société sans stéréotype serait certainement infernale à vivre et inintéressante. Le stéréotype, c'est notre manière de comprendre le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous avez un tout petit de 4-5 ans, il n'a pas encore de stéréotype. Et si vous lui dites « Oh, regarde un noir », il va vous dire « Mais non, il n'est pas noir, le monsieur, il est marron. » Il va parler couleur. Il ne va pas rentrer dans une catégorie sociale. Petit à petit, il va acquérir tout ça. C'est à la fois plein de stéréotypes du passé, mais en même temps, c'est la grille de lecture pour comprendre le monde. Nous récupérons à travers ça la culture de nos aînés. Dedans, il y a du bon, des grands penseurs, mais il peut y avoir aussi un peu de mauvais. À nous d'apprendre à trier ça et à faire la part des choses. Si on cherche à comprendre pourquoi on continue à discriminer aujourd'hui, il faut d'abord être effectivement pragmatique. Celui qui discrimine en premier, c'est parce qu'il veut défendre un précaré ou un avantage. Deuxièmement, celui qui discrimine, ou la discrimination, elle peut être le produit de groupes qui sont concurrents entre eux pour occuper un espace. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez deux groupes qui veulent en avoir plus dans ce qu'on pourrait appeler l'espace communautaire. Ça peut être de la terre, ça peut être du bétail, alors ça peut être de l'argent, ça peut être du pouvoir politique. À un moment, c'est un rapport de force. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous unifiez avec votre groupe, quel qu'il soit, hein, religieux, ethno-racial, culturel, classe d'âge, sexe, on peut l'imaginer. Et d'un seul coup, en vous unifiant, vous pensez être plus fort que les autres, donc vous vous affrontez dans un rapport de là aussi de la possession. Troisième région de la discrimination, la peur. Vous avez peur que l'autre prenne votre femme. Vous avez peur que l'autre vous réduise en bouillie. Vous avez peur que l'autre vienne occuper votre maison. Vous avez peur que l'autre vous envahisse. Vous avez juste peur de l'autre pour des raisons culturelles. Vous avez peur de l'autre parce qu'il va vous obliger à changer. Vous avez juste peur de cet autre. La peur est un phénomène qui induit la discrimination. Je vais le mettre à distance, je ne vais pas lui donner les mêmes droits que moi, parce que j'ai peur de lui et que cette égalité dans ma société fera qu'il va me mettre à moi en péril. Enfin, la discrimination, l'une des plus banales, c'est la bêtise. On devient très très bête quand on ne comprend pas l'autre et quand on ne le connaît pas. Et Lilian Thuram le dit des fois avec beaucoup de brio. En même temps, on les reconnaît très vite, les plus racistes dans les stades, parce qu'ils jettent des bananes et ils font des cris de singe. Et ils ont besoin, quelque part à travers ça, de se valoriser eux-mêmes. C'est terrible à dire, à comprendre, mais il faut presque faire un petit peu de psychanalyse. En fait, ils discriminent l'autre parce qu'ils sont malheureux avec leur propre identité. Vous savez, on dit toujours qu'en Afrique du Sud, les derniers petits blancs qui votaient pour l'apartheid, c'était les plus pauvres, ceux qui n'avaient plus rien. Et la pire chose auquel ils avaient peur, c'est de devenir des nègres. C'est terrible. Cette violence raciale, au nom du fait qu'on se méprise soi-même et qu'on trouve encore plus à mépriser, c'est-à-dire l'autre. Et enfin, dernier élément sur les discriminations, c'est la discrimination d'ordre culturel. C'est-à-dire qu'il faut autant de temps à coloniser des cerveaux qu'à les décoloniser. Ce que je dis n'est pas très optimiste. Enfin, on a commencé depuis un bout de temps. Mais c'est pas très optimiste. C'est-à-dire qu'on pense que, juste en claquant des doigts, par la morale, la prise de conscience, le vivre ensemble, grande théorie. Enfin, Coco, le vivre ensemble, ça s'apprend. Hein. C'est très compliqué d'apprendre à vivre avec des gens qui ne sont pas nés sur le même continent, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas forcément la même religion, qui n'ont pas forcément la même langue, qui n'ont pas la même couleur de peau. Ok, donc tout ça, ça doit s'apprendre.
Alors bien sûr que les races existent, chez les chiens, les chats, les vaches, les chevaux, mais pas chez l'homme. Car la race n'existe pas à l'état naturel, il faut l'intervention de l'homme. Par exemple, si l'on veut avoir des bergers allemands, eh bien, il faut sélectionner des chiens avec les mêmes caractères génétiques et il faut les faire se reproduire entre eux et uniquement entre eux. Ça s'appelle de la sélection artificielle ou encore de l'élevage. Et heureusement, ça ne concerne pas les êtres humains. Voilà, j'espère que ce dossier a répondu à toutes vos questions. Et maintenant, à nous de vous en poser une. Selon vous, quel est le facteur qui provoque le plus de comportements racistes? La couleur de peau, la religion, la nationalité ou encore la condition sociale? Vous pouvez répondre juste en dessous. Voilà. Salut les Homo sapiens! Salut! Si vous aimez ce dossier, surtout n'hésitez pas à le partager. Et si vous voulez nous aider à en réaliser d'autres, vous pouvez aussi tiper pour nous soutenir financièrement, soit en faisant un don ponctuel, soit en nous soutenant mensuellement. En tout cas, quel que soit le montant de votre don, ça nous aidera. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures sur l'espritsorcier.org et bien sûr sur notre chaîne YouTube, l'Esprit Sorcier officiel. C'est pour la science.